Bonjour et bienvenue au téléséminaire international des IREM d'avril 2023. Donc, on va écouter Cheikh Oumar Doumbia de l'École normale supérieure de Bamako, qui va nous parler des situations problèmes sur la notion de limite pour déstabiliser des conceptions erronées des futurs professeurs de mathématiques en lycée. Cheikh, c'est à vous. Allons-y. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Bon, il y a M. Mercap qui m'a déjà présenté. On va présenter quelques situations problèmes sur la notion de limite pour déstabiliser des conceptions erronées des futurs professeurs de mathématiques en lycée. La notion de limite a fait l'objet de nombreux travaux, parmi lesquels nous citons Cornu 83, Serpiska 85, Artigue 96, Bécouche 97, et Job 2011, Déport 2016 et notre thèse. Ces travaux ont permis de mettre en exergue des obstacles épistémologiques relatifs à la notion de limite, la nécessité de la définition formelle dans l'enseignement de la notion de limite, la polysémie de la notion. Pour nous, pour lever ces confusions autour de la notion de limite, nous pensons qu'il est intéressant de faire une analyse fine de la définition formelle en epsilon delta et proposer des situations nécessitant de raisonner sur cette définition formelle. Nous présentons quelques obstacles épistémologiques relatifs à la notion de limite. Nous avons les difficultés liées à la formalisation standard de la notion de limite, la limite atteinte ou non, la confusion entre la limite et l'image, la non prise en compte de la position du point A par rapport à l'ensemble des définitions, la limite et la limite à gauche. D'après Bécouche, la notion de limite relève de deux problématiques qui sont contradictoires. La première met l'accent sur le mouvement de la variable indépendante et l'effet d'entraînement sur la variable dépendante, c'est-à-dire ce que X provoque chez f de X. Et la seconde met l'accent sur la variable dépendante et la façon dont elle force les valeurs de la première variable, c'est-à-dire la contravariance. Et en plus de ces deux, nous trouvons qu'il y a un troisième cas, les deux problématiques sont complémentaires. D'après Bécouche, c'est cette contradiction qui constitue l'une des difficultés de la notion de limite, difficulté qui relève de l'ordre mathématique et c'est en cela qu'elle constitue une difficulté pédagogique. Donc, nous allons faire une brève analyse des définitions en epsilon delta. Nous avons deux définitions. Comme vous voyez, dans la première définition, on n'a pas 0 strictement inférieur à valeur absolue de x moins x0. Mais dans la deuxième, nous avons 0 strictement inférieur. Alors, ces deux définitions, on a quelques difficultés autour de ces deux définitions, notamment, elles laissent échapper le point de vue dynamique de la limite. Elles ne respectent pas non plus l'ordre naturel entre les ensembles de départ et d'arrivée. Et aussi la quantification universelle pour tout epsilon masque l'idée qu'on ne s'intéresse qu'aux petites valeurs de epsilon, aussi petites soient-elles. Nous avons aussi fait une analyse du programme et des manuels. Nous avons constaté que le programme privilégie les cadres graphiques et les cadres algébriques, mais il ne prévoit pas une interaction entre les deux. Le cadre graphique sert de support intuitif. Il peut être source de difficultés car les élèves peuvent confondre la valeur de la fonction en x et les points de la courbe d'abscisse x. En les mettant en interaction avec l'expression algébrique et la table des valeurs, ces difficultés pourraient être levées sans difficulté majeure. L'objectif du contenu du programme est la mise en place d'outils permettant de calculer des limites. Les choix opérés ne permettent pas de donner un sens mathématique à la notion de limite. Ils permettent seulement de calculer certaines limites. Nous présentons ici un tableau. On a essayé de voir par rapport aux différents programmes manuels les types de définitions, les cas de registre en jeu. Et aussi, on a essayé de voir si toutefois on tient compte de la position du point A par rapport à l'ensemble des définitions, si on peut rencontrer la confusion entre limite et continuité, et puis les organisations mathématiques dans ces différents manuels. Bon, nous avons mis en vert les manuels officiels utilisés au Mali, notamment si vous regardez Siam première SM, là-bas, on voit que le type de définition mise en jeu, c'est la définition intuitive. Le cadre de registre, c'est le cadre algébrique, géométrique et numérique. Mais on voit qu'ils ne tiennent pas compte de la position du point A par rapport à l'ensemble des définitions.
On constate aussi qu'il y a la confusion entre l'étude de la limite et la continuité en un point. L'organisation mathématique autour, c'est l'algèbre des limites. On constate à peu près la même chose dans la collection IRMA, première C, seulement là-bas, il n'y a pas la confusion entre la limite et la continuité. En première D, c'est exactement comme première SM. En IRMA terminal C, nous avons comme définition, il y a la définition intuitive et aussi il y a la définition semi-formelle. Les cadres en jeu, c'est uniquement les cadres algébriques. Ils prennent en compte la position du point A par rapport à l'ensemble des définitions, mais on ne rencontre pas de confusion entre la limite et la continuité. L'organisation mathématique sous-jacente est l'algèbre des limites. Bon, en dehors de ces manières-là, les enseignants utilisent d'autres manières d'édition française pour construire leurs cours. Vous avez la liste des différents manuels. Nous avons enfin essayé de faire un petit résumé en essayant de donner la carte conceptuelle. On voit que la notion de limite n'est pas mise en relation avec tout son champ conceptuel. La logique et d'autres aspects importants manquent. Avec ces modèles épistémologiques, les élèves apprennent à factoriser et simplifier les expressions des fonctions rationnelles, à décomposer en éléments simples une fonction, rendre rationnel les dénominateurs et ou le numérateur d'une fonction irrationnelle, donner un sens à epsilon. Ils n'ont pas accès aux significations de delta, de l'implication et les quantificateurs qui permettent de donner un sens à la définition formelle de la limite. J'ai eu ça, Alors, maintenant, nous avons proposé des situations. Elles sont au nombre de 3 avec les objectifs suivants. Dans la première, accéder à l'interprétation des futurs professeurs de la définition formelle et savoir leurs préférences entre la définition intuitive et la définition formelle de la limite. Dans la situation 2, c'est reconnaître, interpréter et faire fonctionner la définition formelle. Et en 3, connaître les points de vue des futurs professeurs sur la question une fonction peut-elle atteindre sa limite ou non, et de savoir comment prennent-ils en compte l'ensemble des définitions d'une fonction dans les calculs de la limite d'une fonction en un point. La situation 1, nous avons posé 2 questions. La première question, c'était par rapport à que signifie la limite que signifie L est la limite de f de x tend vers A. Par rapport à cette question, nous avons proposé des conceptions erronées et des conceptions que nous trouvons justes pour permettre à l'élève professeur de se prononcer. Nous en avons proposé 11. Dans la première, c'est si x s'approche de A, alors f de x s'approche de L. On peut rendre la distance entre f de x et L aussi petite que l'on veut en prenant x suffisamment proche de A. Si x s'approche de A en restant inférieur à A, alors f de x s'approche de L en restant inférieur à L. Si la distance entre x et A est petite, alors la distance entre f de x et L est aussi petite. Pour que la distance entre f de x et L soit petite, il suffit que la distance entre x et A soit petite. Pour tout nombre réel alpha strictement positif, il existe un nombre réel strictement positif delta, tel que si distance de x à A inférieure à delta, alors distance de f de x à L inférieure à epsilon. Pour des valeurs de x très proches de A, sans lui être égal, alors f de x est très proche de L. On peut rendre la distance entre f de x et L aussi petite que l'on veut en prenant x très proche de A sans être égal à A. Pour tout voisinage ouvert hors de la limite L, privé de L, il existe un voisinage ouvert de A, privé de A, dont l'image est contenue d'en haut. Si l'image de A par F est L, et enfin, si X appartient à l'ensemble des définitions, et F de A est égal à L. Maintenant, nous avons posé la question, selon vous, quelle est, au pluriel et en singulier, la définition ou la définition qui est ou sont correctes et dites pourquoi. Donnez la définition correcte si elle n'est pas parmi les propositions faites par les étudiants. Alors, la deuxième question était comment utilise-t-on votre définition pour montrer qu'un nombre L est la limite d'une fonction en un point A. La situation 2, on a donné la définition formelle et nous avons posé les questions suivantes. Que vous rappelle cette définition? On a donné aussi des réponses d'étudiants. Il y en a qui ont dit que c'est la formule de Cauchy. La
formule de la continuité, la formule de la limite, la formule qui permet d'étudier la continuité et la limite d'une fonction en un point. Maintenant, on demande au futur professeur, selon vous, quelle est la réponse correcte? En situation de, nous avons posé la deuxième question. Pour interpréter la définition donnée au début, 3 étudiants ont proposé les réponses suivantes. Quand X s'approche de A, alors X s'approche de L. C'est la définition de L est la limite de F en A. C'est la définition de F est continue en A. Selon vous, quelle est la réponse correcte? En situation 3, on a posé la question, une fonction peut-elle admettre sa limite? Justifiez votre réponse en donnant un exemple. Et en deuxième question, nous avons nous-mêmes proposé des exemples. On a dit, parmi les exemples suivants, précisez les fonctions qui atteignent leur limite et dites pourquoi, et celles qui n'atteignent pas leur limite en justifiant votre réponse. On a donné aussi des fonctions définies sur un intervalle et un point en 3. Donc, les élèves, les étudiants devraient dire quels sont les cas qui illustrent bien la notion des limites. Donc, après analyse des productions, nous avons constaté que par rapport à la situation 1, par exemple, la production d'un étudiant du semestre 2, il dit que les définitions correctes sont celles des élèves 1, 4 et 6. Bon, comme justification, il dit que toutes ces définitions données sont correctes, seulement les formulations en langage mathématique diffèrent. Les élèves 1 et 7 se servent de la définition littérale, tandis que les élèves 4 et 6 se servent de la notion de distance. Il y a d'autres aussi qui disent que les définitions incorrectes sont la définition de l'élève D. Il dit que dans sa définition, le terme X suffisamment proche de A n'est pas bien éclairci. Tant que X n'est pas égal à A, il peut toujours être plus proche de A. Par rapport à l'élève 3, il dit que sa définition syntaxe, en fait, il veut dire que sa définition est autour de la notion de limite à gauche, qui n'est pas générale. L'élève 9, sa définition est celle de la continuité de F en A, qui est un cas particulier de la notion de limite. L'élève 10 dit définition mal formulée et il veut définir la notion de continuité. Donc, pour la question D, il y en a qui ont calculé, disent qu'il faut calculer l'image de A, d'autres n'ont pas pu répondre. D'autres expliquent les techniques de calcul de la limite. Il y a seulement 2 élèves professeurs sur 19 qui ont utilisé une définition quantifiée, mais cette définition aussi correspondait à celle de la continuité d'une fonction en un point. Par rapport à la situation D, la première question fut bien répondue par la majeure partie des élèves professeurs. Seulement 2 sur 9 ont dit que c'est la formule de Cauchy. On peut dire qu'ils reconnaissent la définition formelle précise de la limite. Cependant, ils ont des difficultés dans comment la mettre en œuvre. Certains font une lecture linéaire et pour d'autres, c'est seulement l'aspect contravariant. Ils ne connaissent pas non plus les connaissances nécessaires pour appliquer la définition formelle. Donc, par rapport à la question, quels sont les cas qui illustrent bien? Donc, il y en a qui disent que limite, lorsque x tend vers 2, de racine de x plus 2 moins 2 sur x moins 2, ne disent pas la définition de la limite parce que tout simplement la fonction n'est pas définie. Mais là, si la fonction est définie, ils trouvent que ça illustre. Donc, en fait, ils confondent la limite et l'image. Similaire pour les cas qui suivent. Donc, quand on a dit celles qui admettent une limite, ils ont tout choisi. Bon, je vois que le problème ici, c'est la non prise en compte de l'ensemble des définitions. Notamment quand on regarde les cas petit a, f de x égale à 2x plus 3, l'intervalle semi-ouvert en 2. Je trouve que la limite existe, que la limite est égale à 7. Alors qu'ici, on ne connaît que la limite à droite, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à gauche de 2. Donc, idem en petit b. Voilà. En conclusion, nous avons dit que la définition formelle en epsilon delta permet de lever l'obstacle épistémologique, la limite peut être atteinte ou non. L'obstacle logique, l'effacement des quantificateurs existentiels et universels et de leur ordre. La confusion entre la limite et la continuité, de savoir que l'on ne peut pas séparer les deux termes, x tend vers A et f de x tend vers L. Elle permet aussi d'actualiser les connaissances des élèves sur les notions connexes à la limite. La définition intuitive est une interprétation naïve de la notion de limite. Elle met en exergue seulement l'aspect covariant
Elle s'érige en obstacle pour la compréhension de la définition formelle de la limite. Il est nécessaire de montrer la complémentarité entre les deux définitions, c'est-à-dire la définition intuitive et la définition formelle en epsilon delta. Je vous remercie pour votre attention. On ne doit pas se limiter à la définition intuitive de la limite. Elle permet aux élèves d'avoir une idée intuitive de la limite que l'on doit faire évoluer. On peut partir des définitions construites, construire un cours permettant aux apprenants de construire des savoirs et d'actualiser leurs connaissances sur la notion des limites. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cheikh Doumbia. C'est vraiment allé très, Cheikh Oumar, c'est vraiment allé très vite. Alors, je me suis permis de mettre la présentation en ligne avec un lien dans le chat. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais une. C'est est-ce que il y a un impact de la différence culturelle, de savoir si c'est fait en France, si c'est fait au Mali, au Sénégal ou que sais-je, ou au Brésil. Est-ce que il y a des appréciations différentes de ce que c'est qu'être intuitif et de ce que c'est que d'être formel? Voilà, ça c'était ma première question. Pour compléter un peu ce que dirait peut-être Christian, c'est que on a parlé quand même du cadre graphique, du registre graphique. Est-ce que vous l'utilisez et en quoi en fait ce registre peut-il justement permettre de passer peut-être de l'intuitif au plus formel? Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, Marie-Pierre, en fait. Je voulais reprendre sur l'aspect aussi du cadre graphique. C'est vrai que l'accès à cette définition formelle met en question beaucoup le recours à l'intuition quand même aussi. Enfin, l'intuition n'est pas trop prise en compte. Dans quelle mesure le cadre graphique est-il utilisé ou l'avez-vous utilisé pour justement servir un peu de levier pour donner sens à ces définitions formelles de la notion de limite? Oui, en fait, quand on prend la définition topologique, c'est-à-dire l'image est réciproque de tout ouvert contenant L. Parce qu'il y a la définition topologique qu'on peut utiliser, c'est-à-dire on prend l'image réciproque d'un intervalle ouvert centré en L, et on regarde, on va voir que ça contient un intervalle centré au point A. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Et donc, oui, très bien. OK, oui. Et donc, OK. Donc, Sado pose une question. Oui, non, ce n'est pas une question, c'est pour répondre plutôt à la question à ta question, quoi. Respect culturel. J'ai encadré aussi une thèse sur le concept de limite ici au Brésil. En fait, par rapport aux obstacles et puis l'idée intuitive, puis la différence entre les deux définitions qu'il a présentées, pratiquement la même difficulté, parce que ici, le concept de limite est étudié enseigné au niveau de l'université. Contrairement au système français, ce concept est étudié, on commence à l'étudier depuis le lycée. Hein. Mais avant, pour nous, les enseignants du supérieur, on a interviewé dans cette thèse-là, et il disait que les deux définitions, il y a une différence entre les deux définitions. Et je sais comment la présenter. Donc, c'est toujours pour dire qu'en fait, ce problème-là, il faut peut-être faire une recherche un peu plus ample, plus
en regardant différents coins du monde, en comparant, on sur la recherche que j'ai encadrée, pendant que Cheikh Oumar Nari, un peu à peu près les mêmes problèmes par rapport à la définition intuitive et puis à la définition formelle. Voilà. Ok, merci. J'ai pas tout compris, parce que le son était pas très très bon. Mais bon, Viviane, est-ce que tu veux rebondir? Oui, alors je veux rebondir. Alors, en fait, j'ai une première question qui a peut-être été répondue avant le début. Moi, j'ai pris tôt, mais c'était déjà commencé. J'ai raté un tout petit peu le début. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a un travail sur les suites, les limites de suite qui est fait avant le travail sur les limites ou est-ce qu'il est fait après? On sait que ça dépend des curriculums. Donc, ça, c'est une première question. Et la deuxième question, je voulais savoir si vous travaillez l'approximation à 10-K près par défaut, par exemple, hein, pour finalement favoriser le passage de l'idée intuitive de limite à cette idée formelle. C'est-à-dire que la définition formelle en epsilon delta, elle est quand même pas très parlante, parce qu'on ne sait rien sur cet epsilon et on ne sait rien sur ce delta. Si on travaille, si on essaye dans certains cas, et en particulier avec les suites, hein, de chercher à partir de quel rang est-ce qu'on va pouvoir s'approcher à 10-K, 10-20 par défaut, et puis etc., et plus généralement à 10-K près par défaut, c'est peut-être un intermédiaire qui permet aussi de construire des algorithmes de balayage et des choses comme ça, donc qui permet peut-être de travailler ce passage entre des notions intuitives qui sont insuffisantes, parce qu'on peut trouver beaucoup de contre-exemples sur ces notions intuitives, et puis cette définition formelle. C'est comme s'il y avait un saut quand même extrêmement rapide quand on passe à ces définitions en epsilon eta, et on peut comprendre pourquoi c'est difficile pour les étudiants de donner du sens à ces définitions formelles. Alors au-delà, bien sûr, hein, des questions de quantification que vous avez bien pointées et qu'on retrouve dans d'autres contextes. Merci. Merci pour vos questions. Par rapport à la première question, on étudie les suites, mais ici, on étudie les limites avant les suites. Bon, moi, j'avais fait un constat aussi par rapport aux suites. Quand on parle des limites, notamment la limite à l'infini. Bon, et là, ça renforce l'idée que la limite, c'est... On ne peut pas atteindre la limite, et puis la limite, c'est la limite à droite. Bon, on travaille aussi sur les approximations. En fait, dans nos programmes, c'est même ce qui est même mis en avant. On demande de prendre des fonctions de référence, des limites données. Par exemple, les fonctions affines, ou bien fonctions linéaires, ou bien la fonction inverse. Donc, on sait que la limite en zéro de la fonction linéaire est nulle. Donc, si on a une autre fonction, on cherche à faire une approximation entre cette fonction et la fonction affine, et après, on déduit que la limite donnée est... C'est ce qu'on établit. On fait des approximations de ce type. Donc, je trouve bien que ça prépare à la formalisation. Mais la formalisation va au-delà même des approximations, parce que c'est l'aspect opératoire même qu'on essaie de préparer comme ça. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons identifié trois cas dans son fonctionnement. Tantôt c'est covariant, tantôt contravariant, tantôt il y a une complémentarité, sinon une dialectique entre les deux cas, c'est-à-dire la covariance et la contravariance. Bon, en fait, la covariance nous parle un peu de la définition intuitive. Et la contravariance, ça c'est contraire à l'intuition, à la définition intuitive. Et puis, il y a les cas où on est obligé de supposer que c'est covariant et puis utiliser la contravariance pour construire les deltas qui conviennent. Donc, nous, on trouve qu'il y a une complémentarité. Bon, comme il y a d'autres recherches qui l'ont pointé, notamment les recherches de Michel Artigue, qui dit qu'il faut rentrer par les intuitions, les faire évoluer et puis aller vers la formalisation malgré les difficultés qu'il y a. Voilà. Bon.
pas si j'ai répondu à vos questions. Ouais, moi, aussi, je me pose la question de pourquoi, dans votre conclusion, vous dites que finalement, la définition intuitive de la limite s'érige en obstacle. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire dessus? Parce que quand on prend, justement, vous avez parlé de la définition, enfin, de la construction topologique, l'image réciproque d'un ouvert de la limite, d'un voisinage de la limite, bah, c'est un voisinage de A. Eh ben, je trouve qu'elle est très, il y a des manières de le dire de manière intuitive qui sont compréhensibles, alors que quand on parle de voisinage, etc., franchement, c'est pas très compréhensible. Mais bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi à l'heure. Donc là, vous parlez opérateurs avec puis même de logique. Je vous conseille, donc je viens de mettre dans le chat un article dans Images des maths sur les quantificateurs et les fonctions continues, mais on pourrait bien entendu l'adapter tout à fait pour les limites qui construit ce petit jeu avec pour tout epsilon il existe delta comme un jeu. Voilà. Donc on a 2 joueurs et donc on a le théorème, la fonction elle est continue si le joueur 1 a une stratégie gagnante, c'est-à-dire que quel que soit l'epsilon que l'opposant il donne, il va toujours exister un delta tel que, etc. Voilà, donc voir ça comme une stratégie gagnante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, je me permets de la mettre dans le chat. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous en pensez de bâtir la continuité, tout d'abord en s'intéressant aux aspects logiques de la chose, qui peuvent très bien trouver un sens. Le pour tout epsilon et l'existe delta peut très bien trouver un sens justement dans des approches beaucoup plus basiques, comme par exemple la théorie des jeux, quoi. Voilà. C'était ça ma question. C'est intéressant, mais moi, je ne connaissais pas ces jeux. Bon, Bah, vous connaissez les jeux, enfin bref, on sait ce que c'est oui, je qu'une connais, stratégie gagnante. Voilà, et donc ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît sait ce que c'est qu'une stratégie gagnante. Et derrière une stratégie gagnante, il y a pour tout epsilon, il existe delta. Pour toute attaque, il existe une réponse. C'est bien ça. Oui, je comprends, mais les jeux spécifiques que vous avez partagés, j'ai dit que je n'avais pas entendu parler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, merci d'avoir partagé. Pierre Job. Oui, j'aurais aimé revenir un instant sur la question que vous aviez posée initialement par rapport à l'intuition. Et les expériences qu'on mène pour le moment en Belgique, notamment à l'Université de Liège, et qui sont en cours de développement avec les partenaires brésiliens, montrent que derrière le mot intuition, il peut y avoir une idée d'unicité, mais en fait, ça peut être très dépendant d'une personne à l'autre. Et donc, ce qui est intuitif pour l'un par rapport à cette notion de limite ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et donc ça met en évidence une dimension anthropologique pour moi de la notion de limite quand on utilise le mot intuition. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce mot intuition pour pointer quelque chose qui, par rapport aux apprenants, va être considéré effectivement comme étant intuitif. Peu importe ce que c'est finalement. Tant que les personnes ne vont pas trop questionner, qu'on a un point de départ qui est suffisamment partagé, eh bien, on a une étape initiale sur laquelle on va pouvoir construire et aller en direction de ce qu'on a envie d'aller en définitive, donc une définition plus ou moins formalisée de la notion de limite. Donc du coup, il me semble, et c'est un peu l'objet de ce projet qu'on a avec le Brésil et d'autres partenaires africains, d'essayer d'aller gratter un petit peu plus en profondeur sur, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est l'intuition finalement? À quoi ça sert et où est-ce que vous vous en servez précisément? Quand on interroge nos étudiants futurs professeurs, en fait, ils ne sont pas du tout au clair par rapport à ça. Donc, ils nous disent tous que c'est bien de commencer par l'intuition et d'aller vers le formalisme, parce que le formalisme, c'est trop compliqué de se lancer dedans d'entrée de jeu. Mais quand il s'agit de préciser qu'est-ce qui est intuitif, pourquoi ça peut être considéré comme intuitif et où très précisément c'est utilisé, ça les met fortement mal à l'aise.
Donc voilà, juste une petite intervention par rapport à la question initiale. Donc il y a une forte relativité institutionnelle de cette notion. Et donc l'intuition, je pense, ça participe plutôt d'une technique générique pour arriver à faire passer la pilule, si j'essaie de le dire rapidement, plutôt que quelque chose qui serait effectivement commun et partagé par tout le monde. Et sur la notion de rigueur, on peut avoir le même genre de réflexion. C'est intéressant de vouloir aborder la question sous l'angle du jeu ou sous d'autres angles, parce qu'en définitive, si on regarde la notion de limite et qu'on se dit que c'est un outil de preuve, mais où cette fonction d'outil de preuve est-elle mise à contribution? Dans quel type d'introduction? Alors peut-être que c'est compliqué de faire une introduction de ce type-là, mais c'est quand même frappant de voir que cette dimension finalement de dialectique et d'outil de preuve, elle est très peu présente. On a souvent cette définition qui est une espèce de monolithe. On commence par de l'intuition, puis par dérivation successive, on arrive vers cette définition, ou on commence directement avec la définition, on essaie de lui donner plus ou moins du sens avec des jeux logiques, des correspondances graphiques, toute une série de dispositifs, mais à quel moment est-elle précisément construite? Quels sont les problèmes qui font que, pour résoudre ces problèmes-là, on a besoin d'adopter cette définition de la manière dont elle est structurée? Merci Pierre. Je me permets de faire le porte-voix de Benjamin Dawa, qui je trouve va un peu dans la même direction, c'est-à-dire qui introduit la définition. Comment est-ce que les étudiants l'ont, et cette définition de limite? Est-ce qu'elle est introduite par une situation ou est-ce qu'elle est à sens unique par l'enseignant? Et donc, je trouve que ça rejoint un peu ce que Pierre nous présentait, de savoir finalement, est-ce qu'on l'introduit petit à petit? Est-ce que c'est construit? Je me permets de pointer, je le mets dans le chat, le débat scientifique de Marc Legrand et Thomas Lecor, Liubia Leroux et Anne Parot, qui est paru Au fil des maths. Donc le débat scientifique pour faire construire dans l'amphi ce que c'est que la continuité d'une fonction ou ce que c'est que la limite d'une suite. Moi, j'ai trouvé ça vraiment assez bluffant, comme quoi un amphi est capable de construire cette définition-là. Et que ça arrive comme un consensus qui éclaire cette définition, qui formalise une chasse à la bête, parce qu'en gros, la manière dont c'est conduit, c'est je vous introduis un monstre, ok, et en quoi cette chose-là est continue ou en quoi elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, ben pourquoi, ok, et à chaque fois, adapter des définitions et faire construire par les étudiants eux-mêmes la définition de la limite ou la définition de la continuité. Je ne sais pas si, Cheikh Oumar, vous connaissez ce débat scientifique par Marc Legrand de Grenoble. J'ai l'habitude de parcourir ça. Bon, moi, je ne l'ai pas utilisé dans la classe, mais peut-être y en a-t-il qui l'ont utilisé. Et peut-être que Benjamin ne faisait pas du tout référence à cette chose-là. C'était ma lecture entre Pierre et Benjamin. Là, voilà. Ouais. Je ne veux pas jouer les prédateurs de la parole, mais comme personne ne parle, ben je reviens à nouveau un peu sur le sujet. Et donc, effectivement, c'est très intéressant comme proposition. Et à nouveau, par rapport aux données expérimentales qu'on a à présent, une des difficultés à engager ce type de jeu, c'est que nos futurs professeurs eux-mêmes ne sont pas du tout au clair sur ce que ça peut être, ce type de dialectique de preuve et réfutation. Ils sont dans un rapport majoritairement complètement naturalisé à la définition de limite. C'est quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, dans une espèce de perfection incarnée. Et donc, il n'y a pas vraiment de question de détricotage de cette définition à se poser en définitive. Elle est là et il faut arriver à la faire passer d'une certaine manière. Mais l'idée même de la construire et qu'elle soit inexistante a priori, ça n'est pas présent dans leur esprit. Donc ça pose des questions évidemment sur la formation mathématique initiale, du moins dans le contexte de la Belgique. Les choses peuvent être très différentes dans différents pays, évidemment.
Oui, bah, je ne sais pas si je peux prendre la parole là, du coup. Vas-y, Viviane. Oui, alors moi, j'ai juste mis, peut-être vous connaissez ça, mais c'est le blog de Terence Tao. Et dans son blog, il y a un article sur cette question où il dit qu'il y a plus en mathématiques que la rigueur et la preuve. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de regarder ça. Ça ne répond pas directement à la question, mais je pense que c'est… Voilà. Moi, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me semble personnellement, et c'était mon expérience quand j'enseignais en licence, que rentrer directement par la définition en epsilon eta n'est pas forcément le plus facile pour les étudiants. Donc moi, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à commencer à travailler avec les suites et à travailler sur cette idée que je pouvais approcher. Finalement, il y avait une valeur, si il y avait une limite, ça correspondait au fait que je pouvais approcher une valeur à 10-K près par défaut, à condition de prendre un rang suffisamment grand et qu'il y a des situations, par exemple le flocon de von Koch que j'utilisais pour ça régulièrement et on en parle dans une brochure, c'est un travail qui avait été fait par Isabelle Bloch, hein, on en parle dans la brochure sur les limites de la commission inter-IREM université que peut-être vous connaissez, qui est une brochure en ligne. Et il y a d'autres choses dans cette brochure aussi sur les questions de limites et il y a une discussion sur limite de suite, limite de fonction, dans quel ordre on peut les faire. Mais cette idée, et ça revient aussi à l'idée un peu que moi j'avais quand je faisais mes études autrefois, il y a longtemps, c'est que les intervalles centrés de la forme 10-K, A 10-K, A moins 10-K, A plus 10 plus K forment une base de voisinage. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, parce que ça permet de rendre un peu plus, entre guillemets, concret, si j'ose dire, cette idée. Hein. C'est en ce sens-là que moi, je parlais tout à l'heure d'approximation, plus que dans le sens que Tchèque, tu nous as donné, qui est aussi un sens d'approximation que je trouve particulièrement important également. Et voilà, moi, en tout cas, je le faisais, et en particulier avec les étudiants qui étaient en difficulté, nos étudiants qu'on avait pris en sachant qu'ils n'avaient pas les compétences a priori, compte tenu de leur parcours antérieur avant d'arriver à l'université. Et il y a une certaine efficacité à faire ce type de travail, mais ça suppose effectivement qu'on ne balance pas la définition, mais qu'on fasse travailler les étudiants sur la situation elle-même. Il y a d'autres situations qui permettent ça, hein, les approximations de racines de 2, par exemple, à partir de situations autour de la duplication du carré ou les approximations du point fixe de cosinus X. Ça, c'est dans la thèse de Imen Gedamsi. Voilà, donc en fait, c'est un sujet qui a été beaucoup travaillé, mais qui reste délicat, on le sait, et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais moi, je pense vraiment que cette définition en epsilon delta ou epsilon eta, ça dépend, elle est quand même elle est tellement formelle et elle est tellement loin de l'intuition justement que c'est important d'essayer de penser à un intermédiaire. Voilà, donc c'était aussi pour préciser ce que j'avais dit tout à l'heure, qui n'était peut-être pas forcément très clair. Je voudrais dire un mot, je ne sais pas si je suis entendue. Vas-y, Bernadette. Ah bon, d'accord, je ne sais pas, je ne m'y retrouve pas dans mon écran là. Je pense, on n'a pas reposé la question, mais je pense qu'elle est présente à l'esprit d'un certain nombre d'entre nous. C'est dans l'apprentissage de la langue orale et de la langue écrite que beaucoup de choses se passent. Et là, au moment du passage à la notion de limite en particulier, je crois qu'on n'exploite peut-être pas assez justement les apprentissages de langage et la collaboration. Là, il s'agit de la collaboration avec le français, avec l'apprentissage du français en particulier, que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs, mais en particulier pour les élèves dont le français n'est pas la langue première. Je pense que ça, c'est un terrain qui est vraiment à approfondir et qui n'est pas suffisamment exploité. Je ne sais pas ce qu'en pensent les uns et les autres, mais il y a un vrai travail de ce côté-là. Mais il faut bâtir, et je ne connais pas de progression active dans ce domaine pour passer, effectivement, où quel que soit, il existe, etc. Mais bien avant ça, il faut travailler l'avant.
Voilà, voilà un point de vue que je souhaite discuter et dans le futur en particulier. Ouais, si je puis me permettre, Cheikh Oumar, je n'ai pas trop entendu votre réponse à la question que moi je posais de l'impact culturel de l'approche de la continuité ou des limites. Je crois que ça a à voir. Est-ce que l'approche langagière, elle a un impact ou pas? C'est une bonne question qu'a Bernadette. Là, je souscris tout à fait. Effectivement, ça a un impact. Bon, je trouve qu'ici, la notion de limite met en exergue un peu la différence entre le langage parlé et le langage mathématique. C'est-à-dire, ce que nous disons et l'interprétation qu'on en fait sont parfois en contradiction. Quand on regarde cette notion de limite, quand on les limite du point de vue mathématique, bon, il y a la convergence dans les deux sens. Mais dans le langage naturel, quand on dit limite, ça a tendance à être la limite à gauche. Bon, mais nous, dans notre culture, spécifiquement, à chaque fois qu'on veut parler de limites, c'est limite entre deux choses. Donc, ce qui converge un peu avec l'esprit mathématique. Donc, quand on dit par exemple limite d'un champ, donc ça va être la limite de deux champs, la ligne qui sépare deux champs. Donc, si les deux personnes sont de part et d'autre, ils vont tous indiquer la même ligne, qui va être la limite. Bon, il y a un peu la culture qui va avec la mathématique dans ce sens. Bon, mais quand on dit intuitive, qui s'approche de proche en proche, bon, cette explication de proche en proche, qui va jusqu'à même à l'égalité du point de vue mathématique, n'est pas exprimée dans les langages parlés, ni dans la culture. Oui. Pour ceux aussi. Je voudrais. Pardon. Oui, vous pouvez. Est-ce que je peux ajouter un mot? Il me semble que même en France, on posera plus facilement le problème en passage de la langue française à la langue mathématique, mais on pourrait aussi envisager le questionnement des mathématiques à la langue, aller dans l'autre sens aussi. Les deux sont intéressants, je pense. Et ça, on n'y pense pas nécessairement parce qu'à cause de la question de l'échange, justement, du travail commun qui peut exister entre les enseignants de français et les enseignants de mathématiques. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. À continuer à faire. Il y en a qui ont travaillé là-dessus. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres participants. Sidi Bekay, en tout cas, peut intervenir. Merci bien. Je pense que dans notre culture, la culture malienne, la notion de limite est assez ambiguë. Donc, essayer de rapprocher avec ce qui se fait au niveau de la classe, de l'enseignement et des apprentissages, il arrive très souvent que nous soyons coupés, ce qu'on enseigne ne soit pas relié à la culture. Quand nous considérons la notion de limite, limite est exprimée dans la langue bambara dans, c'est-à-dire dans, et vous avez des expressions comme dambé. Dambé qui veut dire que nous avons tracé, c'est des valeurs auxquelles nous devons nous soumettre. Et donc, ce dans-là, il ne faudrait pas sortir de cette limite-là. Donc, il ne faudrait pas être en dehors de ces valeurs. Et être en dehors de ces valeurs, donc, ça va toujours provoquer une crise. Et donc, ces valeurs culturelles-là qui sont installées, nous pouvons aller jusqu'à l'extrême, mais il ne faudrait pas les dépasser. Mais dans certaines circonstances, on peut dépasser ces limites pour la recherche de connaissances.
C'est-à-dire qu'on pense que pour connaître davantage, il faudrait dépasser la limite. Donc, l'expression de la notion de limite dans la culture et l'expression de la notion de limite à l'école, nous avons, je pense bien que nous avons une différence qui fait qu'on n'arrive pas à recoller, à faire un rapprochement et donc aider la construction intuitive de la notion de limite à l'école. Quel est le terme en bambara, alors, pour limite? Dans. Vous avez d'emblée être à l'intérieur de choses, de la limite. La limite que nous avons tracée, d'emblée, on est à l'intérieur de ça. On ne quitte pas. Et dans sa peau, c'est sauter la limite, aller de l'autre côté de la limite. Voilà. Nous avons par exemple nos traditionnels chasseurs. Donc, il y a le chef, ou bien ceux qui ont un certain grade, qui sont autorisés à franchir cette limite. On les appelle danseurs. Ils peuvent le faire sans inconvénient. Mais celui qui n'a pas atteint ce grade, il ne peut pas se permettre. Et tu le fais au risque et au péril. Voilà, mourir par la suite. On les appelle danseurs. Bon, donc, le son est très mauvais. Hein. Le son est très mauvais, je ne sais pas. Ah bon? Moi, je trouve que le son est pas mal. Bernadette, toi, tu parles très fort pour nous. Pierre Job, levez la main. Oui, on me dira si c'est trop cavalier de ma part, mais j'aurais trouvé intéressant par rapport à ces questions de langage que Viviane peut-être nous dise un petit mot rapide sur la négation dans différentes langues et peut-être des fonctionnements qui ne sont pas forcément les mêmes et les difficultés qui peuvent en résulter. Oui, merci Pierre. Alors effectivement, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a eu des travaux là-dessus, en particulier les travaux de Ahmed Benkilani en Tunisie, qui a montré les différences de fonctionnement de la négation entre le français, le tunisien, enfin l'arabe littéral parlé dans la classe et la logique mathématique. Il y a aussi les travaux de Judith Njongang Gansop au Cameroun, qui a aussi regardé, qui a fait un peu des comparaisons avec les Wondo. Donc, effectivement, on a des indicateurs assez forts de ce qu'il y a des différences de fonctionnement, alors qui sont très marquées pour la négation et en particulier pour la négation des énoncés universels. Il y a eu aussi le travail, alors qui est ancien aussi, mais le travail de Faiza Chelougui dans sa thèse, où elle avait regardé les définitions justement de limites et de continuité dans les manuels et où on voyait aussi, y compris dans les manuels, un usage un peu, on va dire, je mets des guillemets, laxiste du formalisme logique dans la manière d'écrire les définitions, où on voyait disparaître des implications, où on voyait disparaître des conjonctions sans que les étudiants n'aient beaucoup d'indicateurs. Donc, et ceci, évidemment, c'est renforcé, hein, c'est ce que montrait aussi Judith dans sa thèse, c'est renforcé par les difficultés quand on n'est pas dans sa propre langue. Alors, c'est déjà difficile quand on est dans sa langue maternelle, ça se complique quand on n'est pas dans sa propre langue. Donc là, il y a des travaux qui se développent sur ces questions-là et qui essayent d'avancer. Il y a des gens au Sénégal. Il y a des travaux au Sénégal qui sont faits aussi dans ce domaine-là. Il y a le projet Élan. Donc, peut-être je peux rappeler que pour les gens qui étaient à Espace Mathématiques Francophone à Cotonou en décembre, on avait mis une discussion programmée sur ces questions de langage et de la question du plurilinguisme des apprentissages. Et il y a l'idée de continuer à creuser ça en interaction avec différents pays, différentes cultures, parce que c'est des choses effectivement qu'on a besoin réellement d'approfondir, et pas seulement à la transition lycée-université, mais en amont. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a eu des travaux, ceux de Judith, ceux de Faiza, étaient vraiment sur la transition lycée-université. Voilà, donc ça, je pense en effet que c'est des choses qui sont importantes.
Puisque j'ai la parole, je voulais dire aussi qu'il y a des travaux, alors ils sont en anglais, c'est les travaux de Pyongro. Alors j'ai essayé de retrouver un lien, elle a un article, donc j'ai mis le lien, l'article est pas terrible, mais c'est, vous voyez le titre, hein, c'est développer des tâches d'introduction en analyse réelle pour faire le lien entre l'intuition et la rigueur mathématique dans le cas de la convergence des suites. Donc, c'est évidemment pas du tout en décalage avec les questions qu'on se pose. Et donc, elle a beaucoup travaillé ça dans sa thèse. Elle travaille actuellement aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est un article, je crois qu'il est accessible en ligne. Et sinon, je pense qu'on peut lui demander si vous voulez avoir ce texte-là. Et elle travaille beaucoup aussi sur les relations avec la logique, hein. Donc, c'est quelqu'un qui travaille, elle travaille aussi avec Paul Christian Dawkins aux États-Unis. Et donc, ces questions de gestion de quantificateurs, etc., sont des choses qui sont travaillées. Mais bien sûr, tout ça est en anglais, mais je pense que ça peut nourrir aussi nos discussions sur ces questions-là. Voilà, merci. Merci Viviane. J'essaie de trouver la thèse de Judith et je la trouve plus. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc en tout cas, elle est à Yaoundé maintenant. Hein, bon, je mets son lien LinkedIn, on trouvera bien sa thèse derrière. Mais j'ai mis celle de Faiza Chelougui et puis Imed Eddine Ben-Kilani. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions? Moi, je reviens quand même sur le travail des Grenoblois, hein, que je trouve aussi particulièrement pertinent non pas sur la continuité, mais au contraire sur les objets discrets et de comprendre l'aspect formel. Qu'est-ce qu'on gagne à formaliser un raisonnement, même un raisonnement totalement discret? On gagne à donner du sens ensuite à des notions d'analyse, quoi, qui sans la logique, finalement, signifie pas grand-chose. Et cette logique, la même qui est à l'œuvre dans la définition formelle pour la continuité et qui est vraiment utile pour la continuité, elle peut prendre sens dans des situations beaucoup plus simples, finies même. Voilà, donc moi, je suis très convaincu par cet argument-là. Alors, il y a des questions? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Christian, parce que je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il me semble que quelque chose qui est particulièrement important, c'est de penser l'articulation entre, alors si je parle comme Vergniaud, les connaissances opératoires et les connaissances prédicatives, en n'oubliant pas que les connaissances prédicatives, donc ces définitions formalisées, elles nous permettent de revenir aussi sur les connaissances opératoires et celles qui sont en amont de la formalisation et qui… L'éclairage, il est mutuel, c'est-à-dire que l'opératoire éclaire le formel et le formel éclaire l'opératoire. Et je pense que c'est très important de naviguer entre les deux. Je pense que ça rejoint aussi ce que disait Bernadette un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de formaliser les énoncés de la langue naturelle, c'est aussi, quand on a des énoncés formels, de comment est-ce qu'on les interprète dans la langue naturelle. Mais je pense qu'on avait ça dans les questions qui étaient posées aux futurs professeurs, dans ce que tu nous as montré tout à l'heure pendant ton exposé. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et alors, toujours dans cette idée-là, il y a un article qu'on cite beaucoup dans nos travaux de recherche en didactique des deux Zelden, John et Annie Zelden, qui s'appelle « Unpacking the Logic of Mathematical Statement », ce qui veut dire exactement déplier la logique des énoncés mathématiques. C'est un article de 1995 qui est dans la revue
Educational Studies in Mathematics, et qu'on a beaucoup utilisé dans nos travaux parce qu'il est assez éclairant de ce point de vue-là, et elle montre bien la difficulté que rencontrent les étudiants à reconnaître la structure logique des énoncés avec lesquels ils doivent travailler. Or, ne pas reconnaître la structure logique, mais freine la possibilité de s'engager dans une preuve, par exemple. C'est-à-dire que si vous voulez vous engager dans une preuve, il faut être capable d'identifier quelle est la structure logique de l'énoncé. Donc, il y a aussi des choses comme ça qui sont regardées dans la thèse de Judith également. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque part l'article des Eldon est accessible en ligne, je vais regarder. Merci Viviane. À l'opposé, d'une certaine manière, moi j'ai trouvé très intéressant les travaux qui sont faits autour et les expérimentations qui sont faites autour des assistants de preuve, qui sont bêtes comme leurs pieds, quoi, d'une certaine manière, qui ne comprennent que la logique formelle et qui donnent un milieu dans lequel l'étudiant peut commencer à construire ce qu'est formellement une preuve formelle. Parce que dans la classe ordinaire, la preuve formelle, c'est juste quelque chose que je mets, je saupoudre d'invocations à des grands anciens, voilà, je mets dans un ordre plus ou moins aléatoire, mais bon, formalisé en tout cas, qui a l'air très important, et sinon il y a des anathèmes qui me tombent dessus, et le pourquoi du comment, pourquoi c'est faux et pourquoi c'est pas ça, et pourquoi cette chose qui était quasiment la même chose à un ordre près des quantificateurs, celle-ci est juste tandis que celle-là est fausse, n'apparaît pas souvent à l'étudiant, alors que quand il converse avec une intelligence artificielle, un système expert de logique formelle, comme par exemple Coq, ou des interfaces web qui sont mises à disposition aujourd'hui. Je ne me souviens plus des logiciels que j'avais essayés, je ne m'en souviens plus, c'est dommage, ou qui ont cours avec de la géométrie, hein, avec les surcouches de calcul formel qu'il peut y avoir dans GeoGebra, par exemple, eh bien, donne un milieu dans lequel la rétroaction vers l'étudiant est compréhensible. L'étudiant peut se construire une image de ce que c'est qu'une une preuve formelle et de ce que ça signifie. C'est quelque chose qui est accepté par la machine. Voilà. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Christian, donc parmi les assistants de preuve sur lesquels il y a des gens qui travaillent en ce moment, en France, on a Eduquera, qui est un logiciel qui a été pensé vraiment pour le lycée et le début d'université. Et puis, il y a un gros projet international autour de Lean, qui est un autre assistant de preuve. Il y a aussi l'assistant de preuve Isabelle, et puis il y a les gens qui travaillent avec des assistants de preuve basés sur Coq. Alors, c'est le cas, par exemple, d'Eduquera. Voilà. Donc, il y a un groupe, il y a des gens qui travaillent maintenant à l'international. Et d'ailleurs, on a une école d'été très bientôt, en juin, organisée par Julien Arbou de l'Université de Strasbourg, précisément sur les assistants de preuve, voilà, qui s'appelle PAT 2023. Je peux mettre le lien s'il y a des gens que ça intéresse. Oui. Et moi, je me permettrais, je n'ai pas demandé la parole, mais de susciter d'autres séminaires, d'autres interventions sur ces questions de langage, en choisissant peut-être un concept ou, enfin, il y a un choix évidemment du sujet à faire, parce que il me semble, mais là, Viviane peut certainement répondre, qu'il n'y a pas suffisamment de production, ou en tout cas ils ne sont pas assez connus. Les travaux ne sont pas assez connus pour pouvoir susciter de nouvelles propositions. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Viviane. Écoute, je ne sais pas, il faut réfléchir. Oui, voilà. Je ne peux pas répondre comme ça tout de suite, mais voilà. Si, je pense qu'il y a des gens qui travaillent. Par exemple, on pourrait inviter Richard Barwell, hein, s'il n'a pas déjà été invité. Hein. C'est Oui. quelqu'un qui travaille sur ces questions-là depuis très longtemps, qui connaît très bien le domaine. Voilà. Oui, Donc, oui. je pense que Richard pourrait tout à fait nous proposer un exposé.
Alors, ce sera en quelle langue? En français. En fait, Ouais. Richard, il travaille en français et en anglais. Et justement, il connaît très bien la communauté anglophone parce qu'il est dans une université qui est bilingue. Quelle? Ouais. Où? Au Canada. Il est au Canada. Moi, j'ai un autre Richard, c'est Philippe Richard. Philippe Richard, qui est aussi au Canada et qui travaille aussi sur les assistants de preuve. Oui. Donc, Alors, Richard Barwell, il ne travaille pas sur les assistants de preuve spécifiquement, il travaille sur le langage. Donc, mais effectivement, Philippe Richard travaille aussi sur les assistants de preuve, aussi Guy Lahana, hein, qui parle très bien français également. Hein. Guy Lahana, elle fait partie, elle travaille avec Kitty Yann, qui est maintenant postdoc, qui a fait sa thèse avec elle, mais Kitty ne parle pas français, mais Guy Lahana, elle parle français et elles travaillent, elles, autour de l'IN. Elles sont engagées dans un gros projet qui est financé par… Ben, ce serait bien, ça, je suppose que ça apparaîtra dans le chat, mais ce serait bien aussi de transmettre un certain nombre d'adresses et de travaux, peut-être à la suite de ce séminaire. Alors, après, je reprends sur les assistants de preuve. Il y a un article qui a été publié dans la Gazette des mathématiciens par un consortium de chercheurs français et d'enseignants français qui travaillent sur les assistants de preuve. Il y a Julien Arbou, Antoine Meyer, Simon Modeste, Philippe Mathieu, enfin tout un ensemble qui récemment, donc c'est un article de la Gazette des mathématiciens, et donc c'est une partie des gens qui vont se retrouver dans l'école d'été PAT 2023 dont j'ai mis le lien pour ceux qui veulent aller regarder. Donc voilà, donc on peut aussi inviter Antoine Meyer, on peut aussi inviter Julien Arbou, enfin Julien Arbou c'est un informaticien, Antoine Meyer aussi, des gens qui utilisent dans leurs enseignements, comme par exemple Simon Modeste utilise dans son enseignement Eduquera et d'autres, voilà. Donc, il y a une communauté qui est en train de se structurer autour des assistants de preuve, effectivement, et c'est vrai, on pourrait inviter quelqu'un. Mais je dis que Richard Barwell, c'est plus pour la connaissance des questions de plurilinguisme et apprentissage qu'il a regardé à la fois du côté francophone et du côté anglophone de sa position au Canada. Il était un des pilotes de l'étude ICMI de 2011 sur justement la diversité linguistique, qui a donné lieu à un ouvrage. Cet ouvrage, d'ailleurs, est en ligne, accessible sur le site de Springer, comme maintenant un certain nombre d'études ICMI. Donc, voilà. C'est pareil, il faut aller sur le site de l'ICMI et vous avez plusieurs études ICMI qui sont en ligne, dont celle-ci, Linguistic Diversity. ICMI ou ICMI? Oui, c'est ICMI. Les études, elles sont sur le site de l'ICMI, voilà. International Commission for Mathematics Instruction. Oui, mais c'est pour ça que je fais préciser. Ce sont les études. Et sur le site, vous avez les liens sur les livres en accès libre qui sont en accès libre chez Springer, c'est-à-dire qu'ils ont négocié, hein, l'association internationale a négocié qu'un certain nombre, que les dernières études en tout cas, sont en accès libre chez Springer, les livres en entier. Et donc, il y a pas mal de choses dans cette étude, et c'est une étude où il y avait très, très, très peu de francophones, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a essayé, et on voudrait développer dans le prochain EMF qui sera à Montréal, de développer ce travail sur le plurilinguisme et les apprentissages dans l'espace francophone. Et on peut s'appuyer effectivement sur des connaissances qui viennent du travail dans l'espace anglophone, qui est beaucoup plus ancien. Voilà, donc c'était pour ça que je proposais Richard. Je pense vraiment que si Richard Barwell acceptait d'intervenir dans notre séminaire, ce serait une très bonne chose. Eh bien, alors, est-ce que tu t'en charges? Non, mais je vous donne ses coordonnées. Au même titre que chacun de nous, hein? Oui. Je ne sais pas comment vous faites les invitations. Hein. Ah ben, c'est par les relations entre nous. Ce sont les relations entre nous qui provoquent les invitations. Voilà. Donc, à charge de les mettre en œuvre, si tu es d'accord. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian. Tout à fait. Donc, on a aussi eu des propositions de Pierre Job et puis de Luis, c'est pas Mauricio, mais Marcio Farias. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Et on avait même pensé à un moment donné à faire de temps en temps
d'utiliser l'anglais quand c'était nécessaire. Voilà. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc Aboubacar, désolé, mais vous arrivez pour la fin. Donc d'autres remarques pour avant de clore cette Et de remercier. Non. Peut-être préciser que ça va être sur le portail des IREM, comme tout le temps, si on veut réécouter ce qui était intéressant. Et moi, j'ai simplement, parce qu'il y a certaines personnes que je ne connais pas, mettre mon adresse mail, si vous voulez, sur la liste de diffusion, pour avoir les informations directement et pas par l'intermédiaire de... Pas seulement par, oui. Pas seulement par, voilà, parce que c'est pour avoir toutes les informations, voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, les deux propositions qu'on a de futurs téléséminaires, les deux sont intéressantes. Très bien. Alors, j'ajouterai, si tu permets, Christian, Vas-y. De rappeler que vous êtes invité aux deux soirées de ICDMI qu'on a diffusées. Enfin, l'invitation, en tout cas, on va peut-être la renouveler, qui ont lieu de 14 2 soirées de suite, là, en mars, dans 15 jours. Oui, je précise, Bernadette, ce n'est pas vraiment des soirées pour nous, hein, parce que pour nous, ça commence à 12h30. Oui, moi, je n'ai pas donné le détail, bien sûr. Non, mais quand tu dis soirée, c'est soirée pour le Japon. Oui, c'est ça, soirée pour le Japon. C'est à 19h30 au Japon, qui est à GMT+9, et nous, on est à GMT+2. Oui, bah oui, mais Donc c'est pour ça, il faut. Non, je ne prolonge pas maintenant, mais on peut envoyer, mettre ça à la suite du séminaire d'aujourd'hui. On peut mettre l'annonce. Oui, tout à fait. Oui. Bah, je ne demande pas mieux que tu t'en charges, si tu veux bien. Est-ce que quelqu'un peut faire l'annonce pour la liste de diffusion? Oui, bien sûr. Assez rapidement pour qu'on puisse réserver nos après-midi ou soirées selon où on est, pour prévenir, parce que ça peut être intéressant aussi, où vous faites la diffusion ou je transfère, peu importe, mais pour que ça soit fait. C'est très bientôt, hein, c'est la semaine prochaine. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il faut le faire très vite. Si c'est la semaine prochaine, il faut... désolé de presser un petit peu, mais il faudrait le faire ce week-end. Désolé. Si Viviane veut bien s'en charger, elle me rendra grand service. Si tu ne peux pas… Je vais le faire. Je veux bien, merci. Très bien. Merci donc à tout le monde. Je pense je vais arrêter l'enregistrement. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Donc, le sujet n'est pas encore clair, mais voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir, bonne fin de journée et bon mois d'avril.